Ici Radio Courtoisie, la radio libre du pays réel et de la francophonie. Vous écoutez le libre journal de la résistance française, dirigé aujourd'hui par Emmanuel Ratier, assisté de Pascal Lassalle, diffusé en direct mercredi 13 novembre 2013 de 18h à 21h. Il est diffusé en différé jeudi 14 dans la nuit de 2h à 5h, dans la matinée de 7h30 à 10h30, puis à la demande sur le site internet de Radio Courtoisie. Vous pouvez intervenir au cours de cette émission par téléphone au 01 46 51 00 85, par télécopieur au 01 46 51 21 82 ou par courrier électronique en nous écrivant à courtoisie@radiocourtoisie.fr. C'est pour la Sainte Russie, pour la vieille tradition, pour la gloire et la patrie, que luttaient ces batailles. Pour la gloire et la patrie, que luttaient ces bataillons. Notre gloire est immortelle, volontaires et officiers blancs, et votre agonie cruelle, la honte de l'Occident. Et votre agonie cruelle, la honte de l'Occident. Chers amis, bonsoir pour une nouvelle émission en direct que les auditeurs de Radio Courtoisie pourront écouter cette nuit et demain matin en différé. Donc j'ai le plaisir de recevoir ce soir Gabriel Adinolfi, que j'ai déjà reçu à ce micro, qui vient de publier un ouvrage qui s'intitule Orchestre Rouge, l'international terroriste des années de plomb. Et donc c'est un ouvrage qui complète les précédents ouvrages de Gabriel Adinolfi, à savoir Nos belles années de plomb et accessoirement Pensée corsaire. Donc cet ouvrage vient de sortir aux éditions Avatar, et Gabriel Adinolfi dédicacera cet ouvrage samedi prochain, donc samedi 16 novembre, à Librifacta, 4 rue de Clichy, Paris 9e, de 14h30 à 18h. En seconde partie, à partir de 19h30, j'aurai le plaisir de recevoir l'économiste Hervé Juvin, qui vient de publier aux éditions Gallimard La Grande Séparation pour une écologie des civilisations, et que j'avais également eu le plaisir de recevoir l'année dernière, ou il y a 2 ans, en 2011, en 2011, pour son précédent ouvrage. Voilà. Et La Grande Séparation pour une écologie des civilisations d'Hervé Juvin, avec lequel nous converserons tout à l'heure. Moi-même, et Pascal, Lassalle, que j'ai oublié de vous présenter, nous conversons avec lui. C'est un ouvrage important qui fait beaucoup de bruit actuellement. Je passe donc à la première partie de notre émission avec Gabriel Adinolfi, donc qui signe Orchestre Rouge, l'international des terroristes des années de plomb, qui paraît chez Avatar. Donc vous allez peut-être nous donner l'adresse, Pascal. Oui, bon, il y a une boîte postale en fait pour les éditions Avatar. La boîte postale figure donc sur l'ouvrage, c'est la boîte postale 43 91 151 Étampes CEDEX. Oui, mais on le trouve dans un certain nombre de bonnes librairies. On le trouve dans Librifacta, on le trouve dans Librairie Contretemps, on doit le trouver... À la librairie du Ken. Librairie du Ken, c'est possible. Si, je l'ai vu aujourd'hui. Vous l'avez vu. Bon, voilà. Donc, voilà, dans quelques bonnes librairies sur Paris. Alors, Gabriel Adinolfi, c'est un ouvrage qui fait un peu un bilan des plus récentes recherches et historiques sur ce qu'on a appelé les années de plomb, et dans laquelle vous êtes un intervenant, vous avez été un des acteurs de ces années. Et comme l'explique très bien dans sa préface Michel Drac, où il vous présente, mais je pense qu'il faudrait que vous vous présentiez un peu plus complètement, parce qu'on connaît Gabriel Adinolfi, qui est une espèce de
figure tutélaire, pourront-on dire, du nationalisme italien en particulier, parce que vous parlez le français et que vous êtes souvent à Paris. Mais je crois que ce serait bien que vous vous présentiez un peu plus, et Pascal pourra peut-être compléter. Bonsoir déjà, ou bonjour pour ce qui est l'écouteront demain matin. Me présenter de plus, c'est un peu compliqué, dans le sens que de quel Adinolfi parle-t-on? L'Adinolfi historique, c'est quelqu'un que s'est mis à faire a commencé sa bataille en 68, très jeune, si vous voulez, dans les rangs nationaux révolutionnaires, comme on les appelait à l'époque, ou fascistes, ou fascistes, à vous de voir. Moi, même si c'est avec mépris qu'on dit fascisme, mais ça rappelle plus le fascisme, donc je l'aime bien. Et j'ai participé donc à toute la mouvance à l'époque où il y avait quand même une lutte assez forte, et il y a eu aussi une guerre civile. Et à partir de 1996, j'ai fondé un mouvement qui était avec d'autres personnes, bien sûr. 1976, non, Jean-Gabriel. 76. Qu'est-ce que 96, mais bon. Ah, pardon. C'est pas grave. 1976. J'ai fondé un mouvement qui s'appelle Terza Posizione. À partir de 1980, j'ai été objet de différentes fausses pistes organisées par les juges communistes et par les services secrets italiens de la loge P2 qui allaient contrairement à ce qu'on raconte, ils allaient vraiment main dans la main avec le Parti communiste. Et voilà. Et puis il y a un deuxième, un troisième, un quatrième. Voilà, avant de passer, vous parlez du deuxième, troisième, quatrième, Gabriele. Avant d'en arriver là, pourriez-vous préciser quelle était un petit peu la spécificité, la singularité de Terza Posizione par rapport aux autres structures de la droite radicale italienne des années 70? En fait, je pense qu'on a surestimé la particularité de Terza Posizione, parce que Terza Posizione n'a pas inventé grand-chose, dans le sens où elle était redevable beaucoup d'autres structures précédentes, comme Generope Gentilière, comme Lotta di Popolo qui est en Italie, comme un bon parti des groupes éoliens en Italie, et aussi quand même pas mal, c'était même si on ne les connaissait pas, mais c'était le même créneau du Grèce. Donc simplement la seule chose qui était vraiment différente à Terza Posizione par rapport aux autres, c'est que, en étant très juvénile, si l'on veut, à niveau d'âge, et on l'était aussi à niveau de discours, et donc la syntaxe et aussi la communication était très moderne par rapport, on n'avait pas le décalage que très souvent avaient les extrêmes droites par rapport à la réalité. Voilà. Mais c'est une question plutôt des communications que d'autres choses. Oui, mais il y a quand même, on s'aperçoit qu'il y a une synthèse originale. Bon, vous le dites bien, vous étiez jeune, vous aviez 22 ans, lorsque vous fondez Terza Posizione avec d'autres amis d'ailleurs, Roberto Fiore, entre autres, et Giuseppe Dimitri. Mais il y a une originalité dans la synthèse, c'est-à-dire que, comme vous dites, vous n'inventez rien dans les références. Il y a des figures tutélaires que je crois qui sont dans le mouvement, comme bien sûr Julius Evola, Corneliu Codreanu, de la garde de fer roumaine, la Légion de l'Archange Michel, ainsi que d'autres penseurs, mais il y a un positionnement quand même qui est assez original. Je pense qu'on va y revenir tout à l'heure, mais nous verrons effectivement tout à l'heure qu'il y a eu des instrumentalisations de différentes organisations radicales, ou en tout cas des représentants d'organisations radicales par le système, par le pouvoir, par les structures plus ou moins occultes de l'époque, mais vous, par votre positionnement original, qui inaugurait justement, comme le dit l'intitulé de votre organisation, Terza Posizione, la troisième position, ce qui donnera quelques années plus tard la troisième voie, que l'on déclinera de différentes manières en France, vous quand même preniez des positions très originales, à la fois sur le plan social, mais aussi sur le plan diplomatique, sur le plan international. On l'a inventé, parce que troisième position, c'était Perron déjà. Oui, mais c'était original dans l'espace européen. C'était quand même relativement original, dans l'espace italien d'une part, mais aussi dans l'espace européen. Disons que ça avait un aspect originel, surtout dans la façon dans l'imaginaire, dans les images même, dans les discours, etc. Mais en fait, je trouve que c'était plutôt originaire. Donc, c'était ne pas retomber dans des réflexes comment je pourrais dire, arriérés, que très souvent sont venus à l'extrême droite dans l'après-guerre
du fait qu'il était dans la défense. Donc c'était sur la défensive. Pas être sur la défensive. Ouais. Mais je pense on n'a rien inventé. On s'est carrément relié aux révolutions nationales. Oui, voilà, mais bon, c'est pas une question d'invention, mais surtout, voilà, vraiment de positionnement. Si je prends un petit exemple, pour certains auditeurs, ça va être leur rappeler quelque chose. Il y a eu, par exemple, au début des années 80, une guérilla au Nicaragua. Donc, il y a la prise de pouvoir au Nicaragua, une dictature donc pro-américaine est renversée, celle d'Anastasio Somoza, prennent le pouvoir, donc le mouvement sandiniste qui va vite se retourner vers Cuba et Moscou. Et là, vous soutenez non pas les contras donc pro-occidentaux et pro-américains, qui étaient souvent d'anciens partisans du dictateur déchu, mais vous soutenez Eden Pastora, de l'Alliance révolutionnaire démocratique, et qui était déjà inauguré une troisième voie, une sorte de socialisme national, donc ni Moscou, ni Washington. On est vraiment donc dans ce positionnement de troisième voie, et que l'on voit apparaître à la même époque en France. Au sein du GRES, de la Nouvelle Droite française, plus tard de structures comme Troisième Voie, comme d'abord le mouvement nationaliste révolutionnaire premier du nom, mon cher Emmanuel, et ensuite Troisième Voie. Donc quand même, bon, vous n'avez rien inventé, mais il y a quand même des positionnements, surtout il faut que les plus jeunes auditeurs se rendent bien compte que nous sommes dans un contexte de monde bipolaire, de monde encore marqué par la guerre froide, avec une opposition des deux blocs, et là vous prenez une position tierce, ce qui n'était pas une position commode à tenir à l'époque. On pourrait dire d'ailleurs que c'est une position qui est plus compréhensible aujourd'hui, d'une part à la suite de la chute du mur, enfin l'effondrement du régime communiste, et de l'autre part de la crise économique mondiale, Oui, puis qui ont fait que les alliances, par exemple, naturelles pendant un certain temps, qui étaient fondées sur l'anticommunisme ou un côté très proche avec les États-Unis, y compris en France, ces liens se sont énormément desserrés depuis lors. Et il y a eu une diffusion, je dirais, dans un certain nombre de pays européens d'idées, pourrait-on dire, nationalistes, révolutionnaires, entre guillemets, ou toutes sortes de gens qui refusent de se positionner exactement entre la droite et la gauche, ou ce genre de choses. Et on pourrait peut-être même évoquer certaines choses qui sont dites aujourd'hui, en gros, la gauche économique et la droite des valeurs, quoi. Oui, mais c'est un thème qui est assez à la mode en ce moment. Il faut aussi faire attention, et c'est pour ça aussi... C'est là aussi l'origine de mon dernier bouquin. Il faut faire attention parce que souvent on a des chemins du passé qui sont les chemins qui nous viennent par la propagande adverse. Alors, il est bien évident que dans le bipolarisme, c'était bien difficile pour les nationalistes de ne pas faire face à Moscou, mais il faut aussi dire que l'atlantisme à l'extrême droite est assez relatif et assez tardif. La France fait exception pour un réflexe anti-gaullien. C'est-à-dire, puisque De Gaulle, sortant de l'OTAN, De Gaulle est l'ennemi des nationalistes, très souvent l'extrême droite française a été plus atlantiste que le reste de l'extrême droite européenne. Mais c'est pas le cas dans le reste. Il était beaucoup moins dans les autres pays, justement parce qu'il n'y avait pas ce genre de réaction. Voilà, même si il y avait quand même le combat anticommuniste qui prenait une part importante dans toute l'Europe, en Italie y compris. Alors, on parlait de la jonction entre le premier Gabriele, si je puis dire, et le deuxième. Donc 1980, c'est quand même une date importante. On va y revenir sûrement tout à l'heure. Donc c'est le fameux attentat de la gare de Bologne au mois d'août. Et au cours de cet attentat, donc vous allez être inculpé. En tout cas, il va y avoir une sorte de pas inculpé, mais essayé 3 fois de créer des preuves contre moi pour que ils sont tombés à l'eau. Oui, voilà, on a voulu vous impliquer, vous et votre mouvement, les leaders du monde, dans cet attentat. Et c'est le point de départ donc d'une cavale qui va durer une vingtaine d'années, au cours de laquelle, entre Londres et Paris principalement, ainsi que d'autres capitales, où là justement vous allez aussi bénéficier de la camaraderie, des réseaux d'amitié. C'est quelque part, à la fois, je pense, en tout cas vous le racontez dans votre premier ouvrage, Nos belles années de plomb, c'est une aventure humaine quelque part, éprouvante bien sûr, avec tout ce que ça implique, mais quand même c'est aussi pour vous l'occasion de faire énormément de rencontres, d'approfondir pas mal de thématiques, Oui, simplement. Ne faisons pas la biographie de Gigaronix, là. Essayons plutôt de parler du sujet, je pense que c'est très important, parce qu'en fait, que Gabriel Adinolfi puisse être sympathique ou antipathique à quelqu'un, c'est parfait. Mais là, le problème, je pense, la question qu'on aborde, c'est grosso modo, que j'aborde, c'est grosso modo que tout ce que nous savons est faux,
est très souvent est controversé. On parlait justement avant de communistes. J'ai toujours pensé et je continue de penser que les communistes, pas tous, mais une bonne partie, étaient absolument liés à Washington, encore plus qu'à Moscou, et que le terrorisme entre guillemets noir a toujours été un terrorisme rouge, mais c'est aussi un terrorisme bleu. C'était pas un terrorisme rouge parce que c'est un terrorisme qui venait très souvent des États-Unis. Et en fait, qu'il y a plein d'éléments, enfin, il n'y a pas plein d'éléments, que toutes les preuves et la plupart des gens qui ont commencé à investiguer sérieusement dans les dernières 15 ans, très souvent des anciens du Parti communiste, très souvent toujours marxistes, sont sur la même ligne sur laquelle j'avais commencé à travailler il y a quelques années. Alors, je pense qu'il faut, et c'est important parce que ça explique aussi beaucoup de choses d'aujourd'hui, la guerre de Libye, ça explique beaucoup de choses, entre autres, cette translation qui s'est effectuée, parce que selon l'imaginaire de l'époque, les nationalistes tenaient pour les États-Unis, alors que les communistes tenaient pour la Russie. Aujourd'hui, le nationalisme, c'est la Russie, et le communisme, c'est les États-Unis d'Amérique. Donc ça, et en fait, ce n'est pas parce que tout a changé aujourd'hui, parce que les masques ont tombé. Alors le communisme soviétique était un communisme nationaliste, alors que l'impérialisme américain est un impérialisme, oui, bien sûr, libéral dans le fond, mais puis on pourra discuter qu'est-ce que c'est le libéralisme, mais était un impérialisme communiste. Et donc, tout a été renversé, toutes les histoires qu'on racontait sont fausses, et là, en plus, là, je fais une ébauche avec toute l'internationale de la Terre, les gens qui le protégeaient, comment ça rentre là dans la stratégie latérale, à quoi ça a apporté, pourquoi elle continue, et pourquoi probablement on peut même relier Athènes à ça. Alors justement, vous le faites démarrer en gros en 1945, quoi. En 1943, oui. Ou peut-être en 43, évidemment. Ouais. En fait, c'est la capitulation italienne, la partition du pays, l'arrivée des Américains. Et les Américains, en fait, vont faire de l'Italie une espèce de porte-avions américain en Méditerranée. C'est leur but. Oui, et ça va avoir des conséquences énormes sur les partis qui vont émerger de là, qui vont en réalité être tenus en sous-main par soit directement l'État américain, soit les services secrets, soit les affairistes, etc., comme vous l'expliquez. C'est un peu plus compliqué, parce que l'Italie devenant à ce moment-là... Parce que l'Italie est très compliquée. Parce que l'Italie est très compliquée, bien sûr. Parce que l'Italie devenant à ce moment-là un pays sujet, avec une souveraineté officiellement limitée. Parce que, par exemple, le service secret militaire italien ne répond pas à l'État italien, mais à l'OTAN directement. Donc, ce qui déjà donne une vision de quel était le résultat, enfin, de quelle est la souveraineté nationale italienne. Bon, c'est un pays à souveraineté limitée dans lequel plusieurs mafias, plusieurs lobbies, plusieurs groupes de pouvoir se partageaient l'influence. Je parle de la mafia, je parle de l'Église, je parle de la finance catholique, je parle de la finance anglo-américaine, je parle de la franc-maçonnerie. Bien sûr, la franc-maçonnerie, c'était un peu tous ces gens-là, c'est plus ou moins tous ce framac. Et je parle de communistes. Et quand on parle de ça, on parle aussi de différentes influences qui venaient à la fois par Moscou, par la Suisse, par l'Autriche, par la France, par l'Angleterre. Alors, le chancelier allemand en 1942, en janvier 1942, avait dit « Si c'est pas nous qui gagnons la guerre, ce sera les gangsters ». En fait, en Italie, c'était les gangsters. Alors, quand on voit les gangsters se mettre en place, ils commencent à mettre en place le commandement de libération nationale, dont le chef est un banquier. Comme par hasard. Le communiste, encore une fois, répond à un banquier. Et ces commandements lancent la campagne terroriste. Quand je dis terroriste, c'est-à-dire non seulement tuer à bout portant et à froid de représentants du fascisme, mais je parle même de bombes partout, parce qu'on connaît la bombe de Via Rasella, dans laquelle ils ont fait tuer les militaires allemands pour un deuxième but, ce qui c'était de faire éliminer les représentants de la résistance pro-anglaise. Mais ils ont rempli de bombes partout en Italie, ils ont fait sauter des marchés, ils ont fait sortir les gens communs, parce que c'était une logique très particulière, une logique terroriste qu'on peut faire remonter tranquillement sans aucun problème au début du 19e siècle. Ces gens-là
ont gardé cette influence qui était faite par le contrôle, la médiation et la terreur. Ils étaient hyper couverts parce qu'ils étaient couverts par toutes les puissances et ils ont travaillé énormément. Et ils sont eux-mêmes qui ont lancé la lutte armée en Italie et le massacre en Italie. Il n'y a pas eu rupture. Je parle eux-mêmes. Figurez-vous que la villa où... Alors, quand Aldo Moro était kidnappé, les Brigades Rouges avaient gagné. Avaient vraiment gagné. Parce qu'ils avaient démontré l'affaiblissement de l'État. La démocratie chrétienne était une... Oui, il faut rappeler, donc, ils avaient enlevé le Premier ministre italien. Oui. Ouais. Et ils avaient détruit la démocratie chrétienne. Si 2 mois après son enlèvement, ils avaient libéré Aldo Moro, effectivement, ça aurait eu un impact révolutionnaire. Les Brigades Rouges ont voté la libération d'Aldo Moro, mais à l'improviste, Aldo Moro a été tué. Parce que quelqu'un a donné l'ordre de le tuer. Et l'ordre de tuer Aldo Moro est parti de la même villa de Florence, de laquelle était parti le commando que en 44, je crois que c'est 44, oui, avait assassiné le philosophe Giovanni Gentile. Ça, donc, pour donner une idée, il y a une filiation, ce sont les mêmes réseaux. Oui, mais souvent c'est les mêmes personnes, parce que parmi les gens qui ont organisé la personne qui a interrogé Aldo Moro, c'est un personnage né en Russie, cosmopolite, mais qui a été très proche de Jean Cocteau, comme dans le Grand Purée de Sion, et qui pendant la guerre était considéré par les Allemands, officieusement, comme le représentant des intérêts anglais et russes auprès de la République sociale. Et c'est lui qui a interrogé Moro. Lui. Donc c'est même pas le même réseau. C'était toujours les mêmes. Et les réseaux aujourd'hui est peut-être toujours existant. Est toujours existant. Peut-être qu'il y a beaucoup moins de gens qui sont encore vivants et actifs. Mais ce n'est pas été... ils n'ont pas imité. Oui, c'est la même filiation. C'est la même filiation. Et ça, ce sont des choses qui ont été découvertes quand même très récemment, parce que vous faites allusion à énormément d'ouvrages qui sont sortis. Effectivement, il y a un certain nombre d'anciens militants d'extrême gauche qui se sont rendus compte, en fait, qu'ils avaient été manipulés pendant des années et des années, et que... est-ce qu'il vous est arrivé d'en rencontrer justement ces gens-là? Ils ne parlent pas de ça. Ils ne parlent pas de ça. Non. Bon. Mais finalement, ils reconnaissent quand même qu'ils ont été, pas qu'ils se sont trompés, mais qu'ils ont été trompés. C'est-à-dire qu'ils ont été manipulés par des puissances qui les dépassaient. Alors que voilà, c'est plutôt ça, parce que moi je pense parce qu'il faut rentrer dans l'imaginaire d'un gauchiste, n'est pas l'imaginaire d'un nationaliste. Un nationaliste est un type naïf, romantique, poétique, très souvent branleur. Un type de gauche est un type cynique, entre guillemets, scientifique, qui connaît le rapport des choses. Donc, normalement, ce n'est pas, je veux dire, un type de droite qui se fait manipuler par un service secret, il dit « Ah, le type est en train de faire un truc intéressant, je le suis. » Donc, il s'est fait manipuler parce qu'il est un imbécile. Un type de gauche, normalement, quand il a une relation comme ça, c'est une relation de fait de dynamique dans laquelle il pense rapporter une partie de la mise. Alors après, il la rapporte pas parce que les relations de force ne sont pas exactement les mêmes. Donc c'est plutôt quelqu'un qui a perdu une partie, mais c'est pas quelqu'un qui est désabusé. C'est différent. Encore que bon, je pense, Gabriel, vous tracez un portrait archétypal en quelque sorte du militant de gauche qui était aussi marqué par une époque. Je ne pense pas que ce soit un portrait qui soit forcément très répandu aujourd'hui parmi les nouvelles générations de militants. Je parle carrément de cadres militaires du terrorisme rouge. Voilà, militants de ces années-là. Je ne parle pas de, comment il s'appelle... Pas du gauchiste boutonneux, qui va manifester pour Clément Méric ou autre. Je ne parle pas de ça. Ça c'est du grotesque. Que nos auditeurs auront bien compris, je pense. Non, mais c'était l'époque où effectivement il y avait des attentats, il y avait la jambérisation, c'est-à-dire qu'on vous tirait dans les genoux, et les gens qui étaient exécutés, abattus, il y avait un d'expropriation prolétarienne, ça, ce sont des choses qui ont disparu aujourd'hui en Italie, quoi.
On avait un hebdomadaire comme l'Espresso qui titrait que ce n'est pas un délit de tuer un fasciste, par exemple. Donc ça donne une idée un petit peu du contexte. Ces choses-là ont disparu en Italie. La question est pourquoi ces choses-là ont été produites en Italie et pourquoi ont-elles disparu? Parce que l'impression que la presse, surtout à gauche, essaye de donner, c'est qu'il y avait quelques fous que, pris par un excès d'idéologie, a commencé à faire des folies et que ses amis, ses sympathisants, enfin, ceux qui sympathisaient pour questions idéologiques, ne pouvant pas les condamner, ne l'a pas condamné, ça a permis que les choses arrivent comme ça. Donc on fait voir les choses comme si elles étaient nées du bas. Mais c'est pas du tout ça. Parce qu'en fait... C'est comme si, en fait, il y avait eu une espèce de terreau. Voilà. Le terreau, il y avait. Mais il y avait, avec suffisamment de personnes pour servir de bazarières, de pétitionnaires, d'avocats, de donateurs, oui. Et un noyau et un terreau suffisamment important de militants pour pouvoir trouver un certain nombre de gens qui étaient prêts à passer à l'action armée. Oui. Et en fait, comme on le sait et comme vous l'expliquez, enfin comme certains le savent, en réalité, il peut y avoir tout ça, mais ça fonctionne pas si ça démarre pas de la tête. Exact. Et ça démarre tellement de la tête que jusqu'à 1974, à la suite de trois choses, le référendum sur le divorce et 2 attentats meurtriers. Donc, la Piazza de Fontana. Non, c'est plus tôt. C'est 72. Hein. C'est 69. 69, excusez-moi. Après ces 3 éléments, le Parti communiste italien, qui n'est pas le PCF, le Parti communiste français, le Parti communiste italien est autre chose. C'est quelque chose qui est, c'est une espèce de jésuitisme soviétique. Hein. C'est très différent de la France. C'est quelque chose qui, par exemple, la magistrature en Italie appartient encore toujours maintenant aux communistes, ce qui est important à savoir. Bon, le Parti communiste, en 1974, rentre des faits dans le gouvernement. Jusqu'à là, le Parti communiste a favorisé, manipulé, organisé, entraîné le terroriste. Il arrête parce que maintenant, c'est plus le cas. Mais il a besoin que quelqu'un d'autre le fasse. Donc, on fait un petit passage, et en fait, ce seront plutôt les socialistes, en travaillant sur l'extrême gauche, à maintenir le contrôle de façon que la lutte armée continue avec les partis communistes qui est les mêmes propres. Mais, pour comprendre à quel niveau les choses sont bien organisées, toujours en 1974, à Brescia, attentat, commis par des partisans de 45, par un partisan de 45 et par 2 brigadistes, la police et le juge de Brescia découvrent immédiatement la piste, et la piste est bloquée par le ministre des Affaires intérieures. Le ministre des Affaires intérieures, un autre ancien partisan, mais blanc, Taviani, est le chef des Gladio. Donc Gladio interviennent à sauver le Parti communiste, à empêcher qu'on puisse connaître la réalité sur les partis communistes. Alors, pourquoi ça? On peut en discuter. Ça peut pas. C'est faramineux. C'est absurde pour ceux qui ont un chemin en tête, qui est toujours le chemin qui a été bâti. Mais en réalité, c'est pas. Le chemin est faux. La réalité est complètement différente. La réalité est différente. Par exemple, les communistes ont toujours raconté que la CIA était anticommuniste. Elle a été peut-être, et encore, il faut voir contre quel communiste en Amérique latine. Mais la CIA est sorti par l'OSS. L'OSS, ce sont les services secrets, les agents militaires américains qui ont été tous recrutés dans les collèges américains dans la gauche radicale et qui se sont battus très souvent coude à coude avec les partisans communistes. Donc cette relation est très importante et très continuelle. Au moment où Kissinger décide de changer la ligne politique, il y a un affrontement complet vis-à-vis de Nixon. Kissinger, donc un des chefs latérales, le secrétaire d'État des États-Unis, est le principal, le principal parapluie de toute la lutte armée de gauche. C'est ce qui apparaît, enfin, à propos des origines en fait des membres de l'OSS
qui a ensuite été la CIA. Effectivement, peu de gens savent, mais bon, on le sait si on étudie les ouvrages en profondeur, les ouvrages historiques, les ouvrages consacrés à l'espionnage. Un ouvrage etc. intéressant que Gabriel cité, je crois, dans son premier ouvrage, c'est l'ouvrage de William Colby. C'est 30 ans de CIA, je crois, qui est disponible en français. Il y en a, il y en a d'autres, bien sûr. Il y en a beaucoup d'autres. Bon, on voit qu'effectivement, ils ont puisé très largement, notamment dans les rangs du trotskisme. Oui. Et un exemple qui est pas très ancien, qui est plus récent, les opérations qui ont été menées en Pologne à l'époque de Jaruzelski, c'est-à-dire au début des années 80, la quasi-totalité des documents qui étaient envoyés en Pologne, qui étaient passés en fraude dans des voitures, etc., c'est-à-dire des tracts, des ronéos, ce genre de choses pour pouvoir faire de la production là-bas, des affiches, etc., en fait, étaient transférés de France, mais également de Belgique ou d'Allemagne, en fait, par des mouvements trotskistes, et en France, c'était les membres du Parti des Travailleurs, le PCI, Parti communiste internationaliste, qui était financé directement par la CIA à l'époque, de même que c'était les gens qui contrôlaient Force ouvrière. Exact. Bon. Et donc c'était les mêmes équipes qui depuis 50 ans, il faut pas, effectivement vous avez tout à fait de raison, on a souvent présenté dans des ouvrages de désinformation la Ligue anticommuniste mondiale ou ce genre de choses comme étant des militants de droite ou d'extrême droite, nationalistes, etc. Mais ils étaient très très minoritaires à l'intérieur même des mouvements qui étaient contrôlés et financés par les services secrets américains. On le voit par exemple dans le congrès pour les congrès pour la culture qu'il y a eu en France. Aude de Queiroz en avait parlé au cours d'une émission pour développer l'art contemporain, etc. Ils sont principalement adressés à des militants d'extrême gauche. Et ça paraît toujours étonnant de penser que la CIA faisait travailler effectivement des militants communistes et trotskistes. Ça paraît étonnant selon les chemins, mais selon la logique réelle... Et ça a été la même chose dans tous les domaines. Mais je crois que ça serait plutôt étonnant le contraire, parce que la CIA est toujours, disons que c'était sa vocation. Parce qu'en fait, alors, j'ai plusieurs choses à dire. La première, qu'est-ce que c'est le communisme? Le communisme, c'est la standardisation des hommes, des consciences. C'est la création d'un homme nouveau en faisant tabula rasa. C'est la destruction des frontières, la destruction des religions, la destruction des identités. Alors, où est-elle la différence avec l'imaginaire américain, avec l'esprit américain? Il n'y en a pas, pour commencer. Mais ça pourrait être un discours, disons, entre guillemets, d'appréciation philosophique. Maintenant, allons... Un exemple que je cite de temps en temps à ce micro, l'exemple même, c'est la Chine en ce moment, où c'est un pays communiste capitaliste. Absolument. Et les gens croient que le communisme a disparu en Chine. C'est totalement faux. C'est le PCC, le Parti communiste chinois, qui tient intégralement les rouages de l'économie. Et on le voit bien dès qu'il y a, entre guillemets, un esprit dissident qui veut s'exprimer, il est aussitôt mis en prison. Et l'Internet est surveillé, et ce genre de choses également. Ouais. Alors, je rappelle que vous êtes à l'écoute de Radio Courtoisie, et j'ai le plaisir de recevoir ce soir Gabriel Adinolfi, qui vient de signer Orchestre Rouge, qui est sous-titré L'International terroriste des années de plomb, donc qui vient de sortir aux éditions Avatar, et qui signera cet ouvrage samedi prochain, samedi 16, à la librairie Facta, qui se trouve 4 rue Paris 9e, de 14h30 à 18h. Et je vous en prie, Gabriel Adinolfi, on va reprendre, mais il faudrait que vous nous parliez un peu, vous avez juste abordé, vous avez donné ce mot, et je pense que beaucoup d'auditeurs ne savent pas ce que c'est. Vous avez parlé du groupe Gladio. Oui. Alors, le groupe Gladio, ce serait le nom italien du Stay Behind. Stay Behind, c'est une organisation, entre guillemets, comment dirais-je, paramilitaire, qui est mise en œuvre dans le cas d'un putsch communiste, c'est-à-dire donc ce sont les anticommunistes, les partisans anticommunistes sous le contrôle anglo-américain, prêts éventuellement à faire face aux communistes dans le cas d'une guerre civile. Ça, c'est la logique dans laquelle a été fondé Gladio. Et ça a été fondé en 46. Voilà, au moment, et ça a été créé dans toute l'Europe. Avec la Rose des Vents, Gladio. Maintenant, la question est que ça, c'est toujours les chemins, et c'est toujours ce qu'on voit. Et c'est aussi peut-être ce que beaucoup de gens qui ont participé ont cru. Mais en fait,
normalement, la guerre froide est devenue guerre seulement une fois que les Russes ont essayé d'attaquer l'Afghanistan. Donc, quand ils ont touché des intérêts géopolitiques. Avant, la Russie a toujours été un pays soutenu économiquement et financièrement par les États-Unis, et les Américains et les Russes partageaient ensemble la planète, et leur l'organisation communiste anti-américaine à l'Est, l'organisation anticommuniste à l'Ouest, servait plutôt à la Russie pour contrôler ses propres satellites et à l'Amérique pour contrôler ses propres satellites. Donc ils étaient des gendarmes internes, avec chacun avec l'excuse de s'affronter contre les autres. Mais ils se sont jamais affrontés. C'est comme Al-Qaïda et Israël. Ils ne se sont jamais affrontés. Alors, il faut rappeler, vous l'expliquez dans votre ouvrage, que l'affaire a été totalement étouffée en France. Il faut savoir que dans les années 70-80, parce que cette affaire a duré en France et en Italie, c'était le même cas, jusque dans les années 80, pratiquement jusqu'à la fin du communisme. Le patron, au début du communisme. Le patron en France, le patron pour la France était François de Grossouvre, qui était le responsable des opérations secrètes et des services secrets auprès de François Mitterrand. Personnage dont on dit qu'il a été assassiné à l'Élysée, etc. Il y a des ouvrages qui sont parus, mais c'était donc un des personnages de premier plan. Il y a eu que quelques éléments qui sont sortis, mais par exemple, on a su, que en 1984, donc c'est pas il y a 50 ans, c'est pas à l'époque c'est pas la juste après-guerre, en 1984, les réseaux Gladio en France ont été équipés des premiers téléphones portables cryptés qui sortaient chez Thomson. Toutes les unités en ont été pourvues, et dans lequel vous trouviez des anciens militaires, des militaires d'active, des membres des services secrets, des membres du SAC, des militants anticommunistes, comme vous le décrivez, mais qui étaient payés avec des caches d'armes, etc. L'affaire était totalement étouffée, mais on en trouve quand même trace dans un certain nombre. Et il y a notamment un ouvrage d'ensemble de Ganzer. Oui, encore que l'ouvrage Ganzer, je pense, reprend parfois le théorème de la gauche, le théorème un peu simpliste auquel Gabriellet a fait allusion tout à l'heure, c'est-à-dire que ces éléments-là ont été manipulés pour empêcher toute synergie politique entre la démocratie chrétienne et le Parti communiste. C'est un ouvrage. Oui, c'est faux, mais Ganzer reprend un peu. C'est un ouvrage. Souvent, un peu ce paradigme. C'est exactement l'inverse qui s'est passé. Non, mais c'est un ouvrage. Il y a des éléments intéressants sur le plan factuel. Mais après, il faut le lire quand même avec un filtre. Mais c'est le seul ouvrage qui couvre l'ensemble de l'Europe et qui soit disponible en français. Voilà, sorti aux éditions de 2001. Ouais. D'ailleurs, il montre qu'il y avait même des groupes Gladio, de type Gladio, Stay Behind, en Suisse, dans des pays neutres, en Suède et en Suisse. Il faudrait partir, surtout quand on essaie d'avoir une sensibilité, une culture orientée quelque part, grosso modo comme ici, par deux éléments fondamentaux. Ceux qui commandent ont l'habitude de raconter des mensonges et de créer des faux mythes historiques et culturels et réels. Donc, par exemple, ceux qui créent le choc des civilisations, ce sont les mêmes qui payent et qui arment les extrémistes djihadistes. Alors que l'impression qu'on a quelqu'un allume la télé, voit les islamistes qui sont en train d'attaquer l'Europe et la démocratie, et blablabla. Alors, ces islamistes djihadistes, qui sont soutenus par les principaux alliés de l'Amérique, des États-Unis, c'est-à-dire par l'Arabie Saoudite et par le Qatar, sont armés, formés, protégés par les Américains et par les Israéliens. Alors, mais ça n'est pas nouveau. C'était la même chose à l'époque de la guerre froide, c'est la même chose avec beaucoup de mythes historiques desquels on parle. Alors, il faut déjà partir de là. Et si on commence pas à mettre en cause la prémisse, ou la prémisse, je sais pas dans ce cas-là qu'est-ce qu'il faudrait dire, on arrive toujours à une réalité à moitié, ou une réalité hémiplégique, ce qu'ils font très souvent les gens qui s'interrogent parce qu'ils partent d'un dogme ou d'un postulat
qui retiennent tellement évident, parce que tout le monde en a parlé, on sait très bien qu'il y a des choses dont tout le monde parle qui sont grotesques. Je veux dire, pendant des siècles, la Terre a été carrée. C'est pas parce que tout le monde la Terre a été carrée que la Terre a été carrée. Je ne sais pas, à l'époque peut-être on aurait dû faire une loi pour empêcher de dire. En fait, il y avait une loi qui empêchait de dire que la Terre bougeait. Donc vous voyez, ça n'a rien changé. Alors les vérités desquelles on parle, si on ne le met pas en cause en priorité, on arrive toujours à des vérités de second ordre. Alors, ceux qui racontent encore, par exemple, que les Américains ont essayé d'empêcher le Parti communiste et le gouvernement, ils ne savent pas de quoi parlent-ils. Parce qu'il y a tous les documents officiels de la CIA qui ont été publiés par des journalistes communistes qui expliquent que la CIA continue d'expliquer au gouvernement italien depuis 1964 que le Parti communiste est fiable et que c'est une bonne chose qu'il rentre au gouvernement en Italie. Alors, on a un message qui nous dit comment s'imbrique dans le système que vous avez commencé à nous décrire à la mafia. Où la mafia s'embrique nulle part et partout. La mafia, c'est tout et c'est rien. La mafia, normalement, qu'est-ce que c'est? C'est des gens qui font du trafic de drogue, trafic d'hommes, Donc la mafia, c'est les gangsters. C'est une façon de dire les gangsters. La mafia s'embrique partout depuis 1945. Tout est mafia. Oui, mais on l'a quand même vu, le rôle de la mafia, notamment pour le débarquement américain en Sicile. Exact. Où ça a été ça a été très clair. Ouais. Et donc ensuite, on peut supposer qu'il y a des alliances qui se sont créées. Je voudrais que vous en disiez deux mots, parce que nos amis auditeurs sont pas forcément au courant de ce qui s'est déroulé en Italie, enfin en Sicile, avec les Américains. Il y a eu un accord qui a été passé très clair. Je crois que c'était avec Lucky Luciano. Si, parce qu'en fait, la mafia avait été domptée par Mussolini. Avec le super préfet de Cesare Mori. Oui, qui en plus n'était pas fasciste du tout. Oui, qui n'était pas fasciste, qui avait réprimé les fascistes à Bologne, je crois. Et donc, au moment de faire l'invasion, les Américains ont interpellé les parrains italo-américains en disant que de rassembler leurs troupes, qui du reste était relativement exigu, parce que ça n'aurait pas marché sans la trahison du roi de la franc-maçonnerie, parce que la mafia n'était pas aussi forte à l'époque. Et donc, ils ont permis de rétablir le contrôle sur la Sicile en échange de ce débarquement. Ils ont été libérés de prison, les principaux. Oui, ils ont été libérés de prison. Non, mais vous dites ça très naturellement, mais bon. Je pense que ça choquerait peut-être en France. Mais je ne vois pas pourquoi ça doit choquer. On parle des États-Unis d'Amérique. On parle d'un système de gangsters. On parle d'un système de gangsters de montaires. Alors, c'est choquant que quelqu'un puisse être choqué que les États-Unis se portent comme ça. Ils sont toujours portés comme ça. Non, bah après, c'est vrai qu'on peut évoquer la mafia comme quand même des organisations criminelles particulières. Mais aux États-Unis, pareil. Hein. Oui, mais avec quand même vous avez Cosa Nostra aux États-Unis. Mais non, mais sans Cosa Nostra. Oui, parce que Cosa Nostra, il y a déjà quelque chose de plus propre que le gouvernement des États-Unis. Parce que là, c'est encore, parce qu'au moins, il y a quelque chose d'identitaire à dévoyer. Alors que les systèmes américains, l'idéologie américaine, l'idée américaine, c'est... Oui, nous voyons ce que vous voulez dire, Gabriel. Bon, il y a le mafia en tant que structure historique, comme vous dites, dévoyée, qui joue un rôle quand même extrêmement important à la fois localement dans cette partie de l'Italie et puis sur le plan international au niveau des flux criminels transnationaux, et d'une part il y a les pratiques mafieuses de gangsters que vous décriez dans le gouvernement américain entre autres, tout à fait. Et dans les élites oligarchiques occidentales. Mais ne nous trompons pas non plus avec mettons toujours les Américains dans la question. Les Américains y étaient carrément parce qu'ils contrôlaient tout. Ils y étaient comme ça peut être, comme ça peut être le roi d'Espagne dans les histoires qui arrivent dans ces vice-royaumes au Paraguay, au Brésil, etc. Mais ils s'y sont impliqués de cette manière, donc d'une manière stratégique et d'une manière lointaine. De plus près, les gens qui ont été actifs, c'était pas les Américains. Voilà. Donc, si on rentre dans notre époque, parce que là aussi, moi, je pars du côté que je dis que l'Amérique, c'est la poubelle de l'histoire et la poubelle de l'humanité. Donc, on part de là. Je n'ai rien à voir, je n'ai rien à partager avec ces gens-là. Je peux partager tout avec tout le reste de la planète, pas avec les Américains. Cela dit, très souvent, la vision gauchiste
dogmatique des Américains comme Satan qui font tout, elle est fausse, parce que dans les détails, bien sûr que sans Kissinger, les choses ne seraient pas passées comme ça. Bien sûr que sans la bénédiction américaine, ça ne serait pas passé comme ça, mais c'est pas les Américains qui agissent. Par exemple, un des grands carrefours du terrorisme est à Paris. Si les terroristes de gauche sont organisés À l'époque. sont organisés à Paris, à côté de l'actuel restaurant Rochon, c'est-à-dire l'immeuble à côté, où il y avait le cercle Hyperion. une école de langue Hyperion, où les terroristes de presque toute la planète, pas j'exagère, mais de plusieurs pays de gauche se rencontraient sous le contrôle bienveillant de plusieurs services secrets. Et notamment où plusieurs étaient enseignants, notamment. Plusieurs étaient enseignants, oui. Mais il y avait, je crois, même pas de cours, c'était officiel. Et il y avait pas mal de services secrets qui avec la bénédiction des services de François Mitterrand et des services non, français. pas François Mitterrand. Là, je m'inscris à faux. C'est avec Giscard d'Estaing. Alexandre de Morange. Et de Morange, oui. Voilà, de Morange, mais c'est pas les services. Enfin, ça c'est quand même il faut considérer. Mitterrand. Non, parce que François Mitterrand a appliqué la doctrine Mitterrand qui a dit: si vous arrêtez de foutre le bordel, on vous protège. Donc il a démorcé la chose. Mitterrand a accepté l'asile politique une fois les armes déposées. Ce n'est pas la même chose.